Les derniers nous rejoindront peut-être un peu plus tard. Je voulais d'abord vous remercier d'être là aussi nombreux aujourd'hui. Oui, il faut que je colle, hein, c'est ça. Ouais, j'ai l'impression qu'il faut que je colle. Pour ceux qui me suivront, il faudra coller. Voilà, donc merci à tous pour cette participation. On laisse rentrer encore les quelques-uns qui arrivent. Je voulais d'abord, avant tout, remercier les personnes qui vont intervenir pour cette conférence sur Chine, Japon, Corée, opportunités et maintien de marché. Donc, je vais commencer par les conseillères agricoles qui suivent les questions SPS. Claudine Girardot qui est là avec nous. Caroline Robert qui ne devrait pas tarder à nous rejoindre, qui a dû être attrapée sur un stand avec une filière. Jérôme Perdreau, conseiller agricole pour le Japon. Et Cédric Prévost qui est le chef du pôle agriculture de l'ambassade de France en Chine et conseiller agricole depuis le 1er octobre 2023. Voilà. On a 3 pays, on va s'organiser, je dirais, en consacrant à peu près 40 minutes à chaque pays, avec les questions plutôt en fin de présentation, je pense, parce que les présentations devraient pouvoir permettre de répondre à certaines de vos questions. Et donc on prendra les questions plutôt après les présentations. Vous savez que ces 3 pays d'Asie du Nord-Est ont une place très importante au sein du commerce international de produits agricoles et agroalimentaires et particulièrement se positionnent comme parmi les principaux clients de la France, respectivement 8e, 11e et 22e place. Ces 3 pays, on le sait, vont continuer à offrir dans les années à venir des opportunités importantes pour les débouchés de nos produits agricoles et agroalimentaires, avec des enjeux pour les entreprises qui sont des enjeux à la fois d'ouverture et de maintien de marché du fait d'un certain nombre de contraintes sanitaires et phytosanitaires. Et ce sera le lieu pour en débattre avec vous. Pour le Japon, nous avons de nouveaux enjeux concernant en particulier les exportations de blé tendre, pour répondre à un intérêt plutôt récent des autorités japonaises à diversifier leurs sources d'approvisionnement. Et côté sanitaire, les discussions sont en cours sur les conséquences de la vaccination pour les filières avicoles et la réouverture souhaitée du marché japonais, en particulier pour le foie gras. Pour la Corée, nous attendons en particulier la réouverture du marché coréen pour la viande bovine de moins de 30 mois. Nous recevrons normalement des auditeurs du ministère chargé de l'Agriculture et du ministère de la Sécurité sanitaire des aliments au premier semestre de cette année, en espérant qu'on pourra enfin déboucher sur ce dossier qui a connu un certain nombre de conseillers sur ces questions SPS. Pour la Chine, là aussi, les exportations céréalières qui ont pris de l'importance depuis quelques années, blé tendre et orge, qui sont en plein développement. Et puis nous avons également une année 2023 très chargée. Nous l'avons eu avec les problématiques sanitaires et le renouvellement de près de et avec l'ouverture du marché des baby kiwis, ce qui était une bonne nouvelle. En 2024, on attendra des avancées dans des discussions autour de l'extension des protocoles des abats porcins et des abats bovins. Et par ailleurs, les discussions sur la régionalisation IHP qui continuent. Et on devrait aussi encore accueillir un certain nombre d'auditeurs chinois cette année, à la fois pour les marchés du popcorn et de la luzerne déshydratée. Enfin, on profitera du 60e anniversaire de la mise en place des relations diplomatiques pour essayer de négocier tous ces dossiers avec les autorités chinoises. Voilà, je remercie encore une fois donc, nos conseillers agricoles d'avoir accepté de participer à cette présentation et à ce débat avec vous, qui est très attendu, je sais, par les filières sur ces destinations. Et je vous souhaite une excellente conférence et je passe donc la parole à Jérôme. Merci. Merci Régis. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais me contenter d'introduire rapidement parce que, d'une part, je pense que vous voulez parler de sujets sérieux, de questions SPS avec Claudine
qui maîtrise ça mieux que moi, et puis parce que vous connaissez tous déjà bien le cadre de nos deux pays. Alors sur le Japon en particulier, simplement peut-être rappeler quelques généralités sur le fait que c'est un pays riche avec une population nombreuse. On entend souvent dire que la population diminue, que le Japon va disparaître et que voilà, il est promis à la catastrophe. Ça nous concerne probablement nous moins que les industriels japonais parce qu'on est quand même sur des marchés beaucoup de niches et qui sont qui ont encore un fort potentiel de croissance. Donc même si la population japonaise tendanciellement vieillit, que ça a un impact sur le profil de consommation et sur les produits qui marcheront bien demain, on a encore nous un bon potentiel de croissance sur pas mal de produits, comme consommation de vin par personne par exemple, c'est la plus élevée d'Asie, mais ça reste, on est à 3 litres par personne par rapport aux pays européens, c'est presque rien. Un pays qui est ravi d'échanger avec nous, enfin il faut le signaler, parce que c'est pas si fréquent que ça, qui a conclu beaucoup d'accords de libre-échange. Alors on est un peu en phase de bilan de l'accord de libre-échange avec le Japon, puisqu'il il atteint son 5e anniversaire. Il a eu 5 ans en février. Alors le bilan qu'on en tire, nous, c'est que ça a été évidemment surtout favorable pour les vins qui ont bénéficié d'un abaissement, d'une suppression des droits de douane du jour au lendemain, et puis d'un certain nombre de mesures d'accompagnement, de convergence des normes. Mais plus généralement, ce qu'on souligne souvent pas sur ces accords de libre-échange, c'est qu'avec le Japon en particulier, tous les autres pays avec lesquels le Japon commerce ont conclu des accords de libre-échange, et que notre accord a une première qualité, c'est de nous mettre sur un pied d'égalité avec nos voisins. Le Chili, qui avait conclu un accord avant les autres au début des années 2000, avait conquis beaucoup de parts de marché sur les vins. Et l'entrée en vigueur de notre accord a permis, entre autres, de rééquilibrer un peu les choses. Voilà, sur un pays qui est ouvert à la culture occidentale, et il faut le rappeler, on a souvent tendance à voir l'Asie comme un tout. Le Japon se distingue vraiment de ses voisins par l'ancienneté de son ouverture aux entreprises occidentales et aux produits occidentaux. On a des entreprises qui sont sur le marché japonais depuis un siècle. Donc ça reste un marché de référence qui continue de peser vis-à-vis de ses voisins, de faire office de référence, même si c'est plus autant le cas qu'il y a quelques années. Et donc commencer par le Japon, c'est choisir probablement la destination la plus difficile et exigeante, mais c'est aussi la garantie de réussir sur la plupart des autres marchés. Alors rapidement, les exportations françaises au Japon en 2023, on voit pas bien toutes les couleurs, mais bon, vous voyez qu'on atteint pratiquement 2 milliards d'euros si on ajoute à la fois les produits alimentaires et puis les produits biosourcés pour d'autres usages. On est sur un marché relativement stable, même si on est un peu reculé en 2023 en valeur. On est repassé devant l'Italie en tant que premier fournisseur européen. Nos principaux concurrents sur le marché, c'est beaucoup nos voisins. L'Italie principalement sur les produits d'épicerie, sur les vins, sur les produits laitiers. En répartition entre les différents postes, on a toujours un poids très dominant des vins et spiritueux, avec le Japon étant en particulier sur le champagne le 3e marché pour le champagne, avec à peu près 500 millions d'euros. Un petit point rapidement sur la conjoncture récente au Japon qui est pas très favorable aux exportateurs, on va pas se mentir, ce qui explique aussi que nos exportations aient légèrement reculé après plusieurs années de progression. D'abord parce que dans un pays qui avait connu 30 ans de stabilité, voire de déflation, et donc des étiquettes qui n'avaient pas bougé pendant 30 ans, on a eu un retour de l'inflation qui est un phénomène vraiment très marquant pour les Japonais, même si on est sur des taux qui feraient rêver les pays européens, hein, on est sur une inflation globale, actuellement on est autour de 2,5%. Il y a un vrai changement qui impacte les pratiques des consommateurs, qui voient leur salaire réel diminuer et qui donc font des arbitrages. Évidemment, les produits français ne sont pas considérés bien souvent comme des produits essentiels. Donc vous avez une partie du marché qui résiste bien parce que les consommateurs aisés sont peu sensibles au prix pour les produits très gourmets. Pour ceux qui sont sur des produits plus grand public, c'est évidemment difficile d'être compétitif, d'autant plus que le yen s'est beaucoup dévalué depuis un an face au dollar et à l'euro. On est aujourd'hui autour de 160 yens pour 1 euro, alors qu'on était à 130 yens jusqu'avant le début de la guerre en Ukraine, en fait. Donc c'est un choc de compétitivité prix qui est très rude. Alors c'est le même pour nos concurrents directs européens,
Mais évidemment, ça va favoriser les produits japonais, et puis ça favorise aussi les produits et les filières qui ont une possibilité de faire un effort sur leur marge, qui ont suffisamment de volume pour pouvoir encaisser ce choc de compétitivité. Sur l'activité au Japon, on a un secteur de la restauration qui est un des débouchés essentiels de nos produits, qui a beaucoup souffert, qui n'a pas retrouvé encore son niveau d'avant Covid. On a les 2/3 des établissements à peu près qui ont rouvert. En chiffre d'affaires, on se rapproche plus ou moins de l'activité d'avant Covid, mais on reste en dessous. On voit que les consommateurs, vous voyez sur le graphique en haut à droite, en nominal, consomment plus qu'avant en produits alimentaires, mais corrigé de l'inflation, on est quand même plutôt orienté à la baisse. Et à noter quand même un facteur d'optimisme, c'est la reprise de l'hôtellerie qui a dépassé ses niveaux d'avant Covid. On a une activité de tourisme très importante au Japon. On était à 30 millions de visiteurs avant le Covid, et on va retrouver ce niveau et le dépasser rapidement. Et en particulier pour les produits français sur un positionnement luxe, gourmet, pour les champagnes, les produits gourmets, c'est des réseaux de distribution qui marchent très bien et qui devraient contribuer un peu à soutenir la demande. Ceci étant dit, voilà, sans transition, on va passer à la partie SPS. Donc, pour tout ce qui est accès au marché ou maintien d'ouverture des marchés en SPS, je voulais commencer peut-être par reposer le cadre général des institutions qui sont en charge. Donc nous, côté français, on a l'habitude que tous les sujets sanitaires, phytosanitaires soient gérés par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Côté japonais, on a 2 ministères différents qui sont impliqués. Donc le ministère, le Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, le MAF, notre homologue de l'agriculture, qui s'occupe notamment de tout ce qui est santé animale, etc. Mais aussi donc le Ministry of Health, Labour and Welfare, le MHLW, notamment pour tout ce qui est sécurité sanitaire des aliments et donc toutes les zoonoses alimentaires. Ça se traduit aux frontières par 2 quarantaines distinctes, une quarantaine rattachée au MAF et une quarantaine rattachée au MHLW. Et donc entre ces 2 acteurs, je dirais, il y a peut-être quelques différences. Nous, on est vraiment plus l'habitude d'échanger. On échange vraiment très régulièrement avec le MAF, un peu moins avec MHLW. Je dirais peut-être que côté MAF, on a beaucoup d'interlocuteurs qui sont assez à l'aise en anglais, moins côté MHLW, ça se passe vraiment plus aussi en japonais. Le MHLW a peut-être, avec tous les aspects sécurité sanitaire des aliments, a peut-être aussi plus une pression des consommateurs, donc ils sont aussi peut-être plus... ils ont peut-être une plus grande pression, on va dire, médiatique derrière, et peut-être un peu plus procédurier. Voilà, pour peut-être un décor général. Et à côté, à ne pas oublier, qui reste intéressant, la Consumer Affairs Agency, CAA, qui s'occupe de toutes les règles d'étiquetage. Et donc, on a une petite modification cette année. À partir du 1er avril 2024, tout ce qui est réglementation, résidus et additifs, qui auparavant était géré par le MHLW, va basculer. Donc, le rôle de cette Consumer Affairs Agency va se renforcer cette année. Alors, en matière de généralité, alors c'est vraiment une généralité parce que ça ne s'applique pas que au SPS, pas que aux produits agroalimentaires, mais de manière générale au Japon. Le Japon est un partenaire et un marché exigeant. Alors, le but, c'est pas de vous décourager à venir au Japon, mais c'est plus un message pour rappeler et encourager à adopter le bon positionnement dans les échanges avec le Japon. Parce que, y compris dans le domaine SPS, ça va déjà faire une grande part du boulot en cas de lot bloqué, notamment. Et c'est le Japon est certes un partenaire et un marché exigeant, mais c'est aussi un partenaire prévisible, transparent, stable. Donc, les efforts en valent la chandelle. Et donc là, justement, pour illustrer un peu le propos de ce marché exigeant, donc dans les exigences les plus visibles, il y a celle en matière d'emballage. Donc j'ai voulu illustrer le propos. Donc voilà un cadeau avec 5 pêches, exemple d'emballage, mais ça c'est vrai pour tout type de produits, y compris hors agroalimentaire. Mais c'est pour se rappeler, parce que finalement quand nous on est en France, on oublie que les emballages ça peut être de cette manière-là.
Il y a également une forte exigence en matière de réactivité des services clients. Donc les entreprises japonaises ont l'habitude de devoir réagir très vite. S'il y a le moindre petit souci qui serait considéré mineur ou un consommateur français n'appellerait pas l'entreprise, au Japon, l'entreprise sera appelée, il faut réagir. Donc ça, c'est les plus visibles, mais ça se répercute. Ensuite, on a les entreprises japonaises vont être exigeantes envers leurs partenaires. Ça va se répercuter. Donc l'importateur japonais peut être exigeant aussi envers ses fournisseurs. Les ministères vont aussi demander beaucoup d'éléments, que ce soit à leurs importateurs, que ce soit ensuite aussi à nous dans nos négociations bilatérales. Donc c'était pour vous remettre ce cadre, et donc ça va se traduire en matière de recommandations, de finalement soigner, c'est la base, mais soigner vraiment son relationnel avec son importateur japonais, parce que c'est finalement lui qui est en première ligne pour gérer, pour faciliter les exports et réagir en cas de blocage sanitaire et phytosanitaire aux frontières. Et on voit vraiment, nous, des cas où qui pouvaient paraître un peu... comment dire, je reviendrai là-dessus après, mais voilà, ne pas hésiter à être proactif, réactif pour présenter des mesures correctives. Très souvent, on va entendre l'écho que mais on nous demande énormément d'éléments. Ça peut paraître exagéré, mais il faut être en mesure de répondre, de faire un maximum pour répondre au mieux à tout ce qui est demandé. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est capable de répondre à tout, mais montrer qu'on a vraiment mis en œuvre tout ce qui était en nos moyens pour répondre au plus près des demandes, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et rien qu'avec ça, déjà, ça fait beaucoup. En fonction des blocages, il y a parfois des blocages qui pouvaient avoir l'air un peu désespérés, mais finalement, où l'importateur a bien fait le lien, les éléments ont été préparés en anglais, parce qu'il ne faut pas sous-estimer les difficultés de compréhension. Et finalement, ça avait réussi à débloquer les affaires. Donc, vous pouvez également nous solliciter en appui justement à l'ambassade. Parfois, c'est juste des difficultés de compréhension justement entre importateurs. Donc, on peut contribuer à ce niveau-là. Voilà. Et donc, vraiment, rien qu'avec ce message aussi déjà SPS, ça peut aider dans beaucoup de cas, en respectant ça, ça peut débloquer déjà pas mal de situations. Alors là, c'était quelques éléments généraux, c'est-à-dire qu'on a un certain nombre de marchés qui sont actuellement ouverts. Des informations sont disponibles publiquement. Donc côté français, on a Expadon, Infocom. Normalement, c'est surtout sur ces pages-là que vous avez besoin d'aller. Si vous avez parfois besoin d'aller un peu plus loin sur certaines questions, il y a des pages côté MAF et côté MHLW. Donc les liens sont intégrés sur la présentation. Et donc ça peut être intéressant, notamment aussi MHLW. Il y a des liens sur toutes les questions d'additifs ou tout ce qui est sur les sujets additifs alimentaires. Le Japon est parfois un petit peu en décalage, donc c'est toujours intéressant. On reçoit des questions régulièrement sur les additifs alimentaires au Japon. Alors ensuite, donc évidemment, on ne peut pas balayer tout ce qui se passe en matière sanitaire, phytosanitaire au Japon. Donc on va mettre en avant, on va dire, les deux sujets qui occupent le devant de la scène par ordre d'échéance, on va dire. Donc pour la filière porcine, on a un accord de zonage pour la peste porcine africaine qui est en bonne voie. Le projet a franchi une étape décisive à la fin du mois de janvier. Il est passé devant le groupe d'experts japonais une étape, c'est pas encore finalisé, il y a encore du chemin à parcourir, mais c'était l'étape peut-être la plus embêtante. On avait besoin de la validation des experts japonais. Et avec cet accord de zonage, si on a un cas de peste porcine africaine qui apparaît en France, nous pourrons maintenir nos exportations quand on l'aura bien finalisé. On est en bonne voie. Il n'y a que la Hongrie avant nous qui en a un. Et pour l'instant, les Japonais échangent surtout avec nous. Et côté filière volaille, donc effectivement, avec le début de la vaccination le 1er octobre dernier, conformément aux conditions sanitaires qui étaient conclues entre le Japon et la France, donc pas de surprise.
le Japon a fermé, a suspendu toutes les exportations, à part quelques petites exceptions. Et donc, dès le mi-octobre, on a fait la demande officielle d'ouvrir des négociations pour adapter les conditions sanitaires à la mise en œuvre de cette vaccination en France. Les autorités japonaises ont confirmé qu'ils sont d'accord pour mener ces négociations. Alors, on va avoir besoin quand même d'avoir du recul sur cette première année de vaccination. Ce sera plus facile pour échanger avec les autorités japonaises. Voilà. Et en attendant d'avancer sur ces sujets-là, je souhaitais rappeler la possibilité de demander des agréments pour les ovoproduits traités thermiquement. Là-dessus, on peut continuer à faire des dépôts de dossiers de demande d'agrément. Voilà pour les grandes lignes. C'est un peu abrupt comme ça, mais voilà, n'hésitez pas, nous sommes là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai une interrogation. J'avais peut-être. Donc, Stéphanie Boulch Culture. Un, deux, un, deux. Test micro. 1, 2. Donc, est-ce que c'est bon? Oui. Donc, Stéphanie Leboulge de Culture Viande. J'ai une interrogation par rapport à ce que tu mentionnais. J'ai peut-être loupé quelque chose, mais par rapport à l'échéance du 1er avril 2024 concernant les résidus d'antibiotiques et de pesticides, résidus et additifs. Donc, du coup, qu'est-ce que ça va avoir comme changement et de répercussions pour nos exports? Pour les exports, normalement, pas de changement. C'est juste un changement de qui s'occupe de la réglementation au Japon. Mais ça ne veut pas dire changement de réglementation. L'unique changement, c'est que cette ligne-là, qui avant était gérée là, sera gérée là. Mais y a pas, ça ne s'accompagne pas de modifications réglementaires supplémentaires pour l'instant. Merci. Oui, bonjour. Hervé Dej, journaliste. Juste une petite précision. Monsieur, vous avez parlé, excusez-moi, je n'ai pas retenu votre nom, vous avez parlé d'un potentiel de développement des céréales. Est-ce que ça signifie qu'il y a un marché des céréales françaises sur le Japon à venir ou dans un futur beaucoup plus lointain? Oui, Régis a mentionné ça tout à fait avec raison. Alors, pour le moment, on n'exporte pratiquement pas de céréales vers le Japon. Évidemment, c'est une destination très lointaine. On n'est pas bien positionné. Le Japon se fournit historiquement principalement aux États-Unis et ensuite en Australie et au Canada. Vous avez la quasi-totalité des importations de céréales qui proviennent de pays, on va dire, anglo-saxons et de ses alliés proches. On doit exporter autour de 4 millions d'euros par an de blé, de mémoire, qui va être utilisé vraiment pour un usage des farines très premium en boulangerie, pour des produits de qualité qui veulent afficher des matières premières françaises. On exporte quand même par ailleurs d'autres produits de meunerie. On est à autour de 70-80 millions d'euros de malt par an. Donc c'est pas un marché négligeable pour les céréales dans leur ensemble. Mais c'est vrai que traditionnellement, on n'était pas sur la carte du monde pour eux, pour les céréales. Après, le Japon importe les 2/3 de son alimentation, peut se retrouver du jour au lendemain face à une situation de perturbation de ses chaînes d'approvisionnement. Et c'est une situation que le gouvernement japonais prend très au sérieux. Et donc le gouvernement japonais regarde comment il pourrait faire en cas de coup dur. Il se tourne aussi vers les pays alliés. On est membre du G7 et proche du Japon, un partenaire régulier de longue date. Donc on fait partie des pays avec lesquels ils discutent pour voir sur les céréales, mais pas uniquement, aussi sur un certain nombre d'intrants agricoles, sur l'alimentation animale, sur les compléments alimentaires, sur les semences
végétale, animale, sont autant de produits pour lesquels le Japon cherche à diversifier ses approvisionnements. Alors, voilà. Ça n'empêche pas qu'il faut être bien positionné. Après, il faut avoir une offre compétitive et qui répond aux besoins. Mais on sent un vrai changement du côté au moins des autorités japonaises sur ce point. On a vu qu'il y avait des évolutions réglementaires. Ah pardon, Florence Neu du groupe Vivesia. On a vu qu'il y avait des évolutions réglementaires sur les matériaux en contact et les substances présentes. Et c'est assez complexe, notamment vu les différences qu'il y a avec la réglementation européenne. Est-ce que vous avez davantage d'informations de votre côté ? On n'a pas eu plus de développement récent. Les derniers échanges à ce propos, c'était il y a à peu près 1 an. Et depuis 1 an, en tout cas, je n'ai pas d'éléments nouveaux à apporter sur ces matériaux-là. Ça n'a pas posé de problème pour les exportateurs, par exemple Alors, la difficulté qu'on a, c'est qu'elle n'est pas encore entrée en vigueur, cette nouvelle réglementation. Mais de mémoire, il y a une consultation qui a été ouverte jusqu'à l'année dernière. Il fallait se prononcer très longtemps en avance pour être sûr que son dossier soit instruit. En fait, c'était un passage en liste positive et il fallait que toutes les substances soient déclarées pour que le MAF, les autorités japonaises, s'engagent à les autoriser en temps et en heure lors de la bascule en 2025. Je ne sais plus si la date anniversaire, c'est 1er janvier ou 1er mars. La difficulté qu'on a, nous, évidemment, on a relayé autant que possible en amont, avant les dates limites de dépôt de dossier pour sensibiliser, être sûr qu'on n'y ait pas de substances oubliées. Mais la difficulté étant qu'on ne peut pas nous consulter la liste des dossiers qui ont été effectivement déposés, on n'a aucun moyen de savoir si une substance a été prévue ou pas, et a été prévue par un de vos collègues, un concurrent ou par une organisation. Donc on avait autant que possible essayé de sensibiliser les organisations professionnelles au niveau européen pour faire une démarche commune de recensement. Mais on n'a pas encore eu de retour là-dessus. Mais c'est vrai qu'il va falloir être vigilant dans les prochains mois. Et s'il y a des substances qui ont été oubliées ou qui sont passées à la trappe, nous les signaler pour qu'on fasse une tentative de demander aux autorités japonaises de rattraper le coup et de les traiter sans trop de délai. D'accord, merci. Sandra Leperche pour Atlas, la transformation laitière. Je voulais juste rebondir sur ce sujet. On en avait parlé effectivement avec l'ambassade. À notre connaissance, ce sujet est important et il y a eu une très grosse mobilisation des fournisseurs d'emballage qui sont les premiers impactés dans la composition des produits. Et donc, du coup, il y avait eu une très grosse mobilisation européenne. Alors, effectivement, depuis cette mobilisation qui avait fait grand bruit, nous n'avons pas eu de retour. Mais on en a encore parlé ce matin. Hein. Effectivement, c'est un sujet à bien suivre. Mais en tant qu'utilisateur des emballages, c'est vrai qu'on n'a pas la main mise sur la recette et tous les matériaux mis en œuvre pour constituer les emballages. C'est un peu notre difficulté. On serait victime collatérale, en fait, de décisions prises au niveau des fournisseurs. On a le même genre de difficulté sur les additifs où les Japonais demandent que ce soit les producteurs qui déposent des dossiers complets sur les substances elles-mêmes. Et en tant qu'utilisateur, on n'est souvent pas assez armé en fait, pour faire la demande. C'est bon, c'est revenu. Ouais. Non, je vais aller hop, et voilà, la Corée. Bon, je vais aller encore plus vite sur l'introduction. La Corée, c'était dans les années 60 un pays du tiers-monde, un des plus pauvres au monde, et aujourd'hui c'est un membre du G20, donc il faut toujours garder à l'esprit que c'est un pays qui est extrêmement récent, y compris dans la construction de ses institutions, de ses réglementations. Tout a une vingtaine d'années en fait en Corée. Donc, même si on a un système qui est aujourd'hui très moderne, très exigeant, et on commence à avoir un environnement d'affaires beaucoup plus stable qu'il ne l'était il y a quelques années, tout ça reste encore assez récent. Aussi un pays qui échange beaucoup avec un positionnement
en termes d'autosuffisance alimentaire, de type de production, de profil des importations qui est assez proche de celui du Japon. Donc je ne développerai pas. Et un marché qui s'est développé très rapidement ces dernières années. Pendant très longtemps, les Coréens avaient des habitudes alimentaires très centrées sur leurs propres produits. Et on a constaté une ouverture très rapide et accélérée par le Covid, alors que dans d'autres pays, ça n'a pas forcément été le cas, avec beaucoup de gens qui sont restés à la maison et qui ont changé leurs habitudes alimentaires. Alors nos exportations, la Corée est devenue un marché important. C'est le 4e marché d'Asie pour nos produits, donc 600 millions d'euros. Rapporté par habitant, on commence à être à un niveau de maturité assez proche d'autres pays plus développés. On est derrière l'Espagne parmi les fournisseurs européens, mais c'est principalement parce que l'Espagne exporte beaucoup de viande de porc. L'Espagne a pleinement bénéficié de la fermeture du marché aux Allemands lors du début de la PPA. Et puis sur les principaux postes d'exportation, c'est un peu plus équilibré qu'au Japon, avec position un peu moins dominante sur les vins spiritueux, même si on est évidemment les leaders. Une part importante des produits laitiers qui s'explique en partie par le beurre, mais aussi par une spécificité du marché coréen sur le lait destiné à l'industrie de transformation. On exporte beaucoup de lait parce que les producteurs coréens ont un prix unique qui les pénalise fortement pour tous les usages industriels et qui les amène à importer du lait étranger alors qu'ils sont eux-mêmes souvent en situation de surproduction. Sur la conjoncture, alors on a la même difficulté qu'au Japon, évidemment, avec une inflation qui pèse sur les décisions, sur le pouvoir d'achat des ménages, même si l'inflation, c'est un phénomène beaucoup plus récurrent en Corée qu'au Japon. On a un effet change qui nous a pénalisé aussi, même si là encore, l'écart est moindre. Vous voyez qu'entre les coûts des produits importés en won et en devises, on a une dizaine de points. C'est pas énorme, mais ça nous arrange quand même pas en termes de compétitivité. Une consommation de produits alimentaires par les ménages qui reste orientée négativement. On a aussi les effets d'une situation de surendettement assez généralisée en Corée qui pèse beaucoup sur les choix des ménages et beaucoup de prudence. Une tendance en revanche qui est assez spécifique à la Corée qu'on suit de près, c'est le développement des ventes en ligne. Avec un marché qui a complètement explosé en quelques années, sur lesquels on a encore quelques barrières non tarifaires qu'on essaye de dénoncer, notamment sur le fait que seuls les alcools coréens peuvent être commandés et livrés à domicile. Mais c'est un segment de marché qui est particulièrement porteur, y compris pour nos produits, pour les produits gourmets. Voilà, je ne serai pas plus long, je vais passer sur le SPS. Bon, on peut refaire le même exercice que pour le Japon. Donc, on peut voir des similitudes et quelques différences. Similitudes, on a 2 ministères différents qui sont impliqués pour tout ce qui est SPS. Donc, le Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, le MAFRA, qui est l'équivalent du ministère de l'Agriculture avec lequel on échange le plus régulièrement. Et le Ministry of Food and Drug Safety, là encore, un peu l'équivalent du MHLW côté japonais pour tout ce qui est sécurité sanitaire des aliments. Donc là encore, on a 2 types de quarantaine SPS à la frontière. Et par rapport au Japon, on peut retenir une petite particularité, c'est que la quarantaine est assurée par la Animal and Plant Quarantine Agency, la PQA, qui est une agence qui est sous la tutelle du MAFRA, mais qui a quand même une certaine indépendance. Ce qui peut parfois nous compliquer un petit peu les négociations SPS, puisque nous on échange et on se met d'accord avec le MAFRA, mais qu'ensuite c'est appliqué par la PQA qui peut dire ah non mais on aurait quand même besoin d'exigences supplémentaires. Voilà pour un peu le panorama général. Alors là je vais être moins longue que pour le Japon au sens où je ne vais pas expliquer, le marché coréen est peut-être un peu moins spécifique, donc je ne vais pas parler d'un marché exigeant, mais je voulais donc plus là insister sur nos principales négociations actuelles. Là encore, on a d'autres sujets aussi en cours. Mais sur le devant de la scène, effectivement, la filière bovine, avec la réouverture de l'accès de la viande bovine au marché coréen, attendue de longue date, avec des négociations qui avaient été démarrées depuis 2008. Et on avait ce dossier qui était bloqué depuis plus de 2 ans, puisqu'on attendait qu'il soit examiné par l'Assemblée nationale coréenne. Et cette étape décisive a été franchie le 20 décembre 2023.
Donc on va pouvoir poursuivre sur cette réouverture. Et donc, pour finaliser cette réouverture, on a encore besoin de deux choses, de finaliser la négociation du certificat sanitaire qui accompagnera les produits exportés et de mener un double audit parce que les établissements exportateurs devront être audités à la fois par l'APQA et par le MFDS. Donc on va avoir besoin de ce double audit. À noter des premières manifestations d'intérêt pour la viande bovine française, donc à la fois des distributeurs qui se sont adressés à Business France en Corée, qui sont intéressés. Et j'ai aussi entendu en discutant qu'il y avait effectivement d'autres marques d'intérêt. Donc c'est la priorité de l'année 2024. Ensuite, on a aussi toujours la mise en œuvre et les suites de l'accord de zonage UE-Corée. Il y a eu 2 accords de zonage UE-Corée qui ont été conclus en juillet 2022, donc à la fois pour l'influenza aviaire hautement pathogène et pour la peste porcine africaine. Et ça demande quelques ajustements. Donc, par exemple, sur la filière volaille, contrairement au Japon, il n'y a pas de difficulté particulière vis-à-vis de la vaccination. Donc, pour pouvoir exporter, l'étape limitante maintenant, c'est de faire le réagrément des établissements, puisque la Corée nous a dit, bon, bah, profitons d'avoir conclu cet accord de zonage UE pour faire un peu table rase et voir les établissements qui sont prêts à exporter vers la Corée. Donc, il y a ces dossiers à compléter à nouveau. Et donc, pour la filière porcine, pour la peste porcine africaine, donc pour l'instant, les anciens certificats fonctionnent toujours, mais il y a besoin de les adapter pour le cas où il y aurait un premier cas de peste porcine africaine en France, et donc d'être bien d'accord sur les certificats qui deviendraient opérationnels en cas de peste porcine africaine en France. Donc ça, ce sont les 3 grands sujets SPS. Voilà. Et donc, je ne serai pas plus longue pour cette première présentation. Je vais juste faire un petit point de publicité parce que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. Lors des journées Export Agro, je pense qu'on publiera 2 études réalisées sur la Corée qui sont particulièrement intéressantes. Il y a une étude de Business France sur les circuits de distribution qui est très précise et qui détaille produit par produit les canaux, les intermédiaires, les procédures à suivre, donc qui sera vraiment utile pour se faire un premier aperçu en fonction des segments de marché précis. Et puis en parallèle, une étude plutôt segment porteur de marché qui a été réalisée par Sopexa dans le cadre de la convention de service public du ministère de l'Agriculture et qui donne aussi des tendances intéressantes pour voir voilà, ce qui peut être porteur dans les années à venir sur le marché coréen. Cette étude soulève déjà un enthousiasme tout à fait satisfaisant. Ah bah elles vont être... Oui, tout à fait, oui. Je vois une question dans le fond. Selim Kodja de France Agrimaire. Je voulais juste savoir, est-ce que pour la négociation du certificat sanitaire, puisque c'est lui qui va permettre par la suite les exports vers ce pays, est-ce qu'elles seront longues? Est-ce qu'elles ont déjà été entamées ou voilà. Pour la viande bovine pour la viande bovine, oui, excusez-moi. Bah, le but, ce sera d'aller le plus rapidement possible. Donc, c'était déjà entamé, hein, les échanges. Enfin, entamé, on travaille avec le BEPT, la consultation avec les professionnels. On est déjà très contraint par le cadre qui existe déjà, par les conditions sanitaires qui sont négociées avec à la fois le MAFRA et le MFDS. L'objectif, ça serait que ça puisse se faire, que tout puisse être conclu dans le courant de l'année 2024.
Où en sont les Irlandais sur ce sujet? Alors, donc on échange effectivement avec les Irlandais, le conseiller irlandais basé en Corée. Sur tout ce qui est négociation du certificat sanitaire, on n'a pas échangé sur ce sujet-là, donc je ne sais pas où ils en sont. Et en matière de préparation d'audit, ils en sont au même rythme que nous. Bonjour, Coretti Medio Biabo de la DG Trésor. Concernant les certificats pour la filière bovine, les certificats sont négociés de façon bilatérale entre un État membre et la Corée, ou alors ce serait un certificat harmonisé UE? Alors pour la viande bovine, pour l'instant, c'est un travail de longue haleine puisqu'il n'y a que 2 pays européens qui avaient déjà obtenu la réouverture du marché, donc les Pays-Bas et le Danemark en 2019. Et donc maintenant, il y a un nouveau binôme qui vient de franchir l'Assemblée nationale en décembre 2023, donc l'Irlande et la France. Et il y a encore 2 pays européens derrière qui vont venir. Donc pour l'instant, ça se négocie en bilatéral. Mais effectivement, il y a déjà des pays qui ont eux-mêmes, donc Pays-Bas, Danemark, qui ont déjà négocié eux-mêmes leurs certificats. Donc là aussi, il y a des antécédents, on va dire. Donc on est là aussi contraint par ça. Bon, je sens qu'on approche du moment que vous attendez tous avec impatience, c'est-à-dire le moment de parler de la Chine, j'ai l'impression. Non, plus de questions? Alors, mais ça, on n'arrête pas de le dire, mais vous y reviendrez, vous inquiétez pas. La Chine, c'est important, mais pas que ça. Bon. Donc bonjour à toutes et à tous. Et donc on va passer maintenant à l'Empire du Milieu, à la Chine. Et donc ce que je vous propose, c'est tout de suite de passer sur la partie macroéconomique et commerciale. Alors la Chine, en quelques chiffres, et de ce point de vue-là, l'idée c'est de vous donner des références que vous avez certainement déjà en tête, mais peut-être les mettre aussi en perspective. Des chiffres macro, des chiffres agro. Mondial en termes de PIB, l'une des questions, c'est de savoir si un jour la Chine dépassera les États-Unis. Il y a des projections. Bloomberg prévoit qu'en 2040, peut-être la Chine dépasserait les États-Unis. D'autres études récentes, notamment du côté du Trésor américain, disent que la Chine n'y parviendra jamais parce qu'elle irait sur un niveau de croissance de plus en plus bas, notamment à partir de 2030. Donc la convergence va-t-elle se faire entre les États-Unis et la Chine autour de 2040-2050? Nous le verrons. Et dépendra beaucoup de conditions macroéconomiques que nous ne connaissons pas encore et qui vont se dérouler dans les prochaines décennies. En tout cas, sur la population, on est fixé. Ça, on le sait. La Chine a décroché, c'est officiel depuis un an. C'est l'Inde qui est passée devant. Donc la Chine représente aujourd'hui 17% de la population mondiale avec un milliard. Ce qui est intéressant, c'est que si, au point de vue démographique, la Chine a cédé la place à l'Inde, pour autant, il y a un bonus démographique qui est considérable. 70% de la population est comprise entre 15 et 59 ans, ce qui signifie qu'elle a un réservoir de population active qui est très très fort et qui va alimenter sa compétitivité, qui va alimenter aussi le marché en termes de consommation. Le PIB moyen, justement, parlons-en, il n'a rien à voir avec ce qu'on a pu décrire tout à l'heure au niveau du Japon ou de la Corée. On est sur un PIB moyen qui est de l'ordre de 11 000 euros, mais avec des disparités qui sont extrêmement fortes. Si on prend Pékin
Pékin, l'agglomération totale, c'est quasiment 30 millions d'habitants. On a un PIB moyen qui est de 24 000. Shanghai, 23 000. Et puis, évidemment, on a des provinces beaucoup plus pauvres où là, on est sur un niveau autour de 6 000 à l'année. Mais vous le voyez, ces disparités, elles cachent aussi inégalités de revenus, inégalités de revenus qui sont déjà complètement identifiées avec le classement des millionnaires. Et de ce point de vue-là, eh bien, après les États-Unis, c'est la Chine qui compte le plus de millionnaires au monde. 6,2 avec un rythme d'évolution qui est très élevé, vu qu'on prévoit un doublement du nombre de millionnaires en 2026. Et ce rythme, lui, il n'est pas hypothétique, on le voit au quotidien. Chiffre agro, un géant agricole, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Vous le savez, premier producteur de blé, de riz, pommes de terre, volaille, porc, deuxième mondial pour le maïs. Une valeur agricole, lorsqu'elle a été calculée la dernière fois en 2012, qui représente 28% de la valeur mondiale. Mais c'est un pays qui est de plus en plus dépendant des importations. On va le voir tout à l'heure, c'est devenu le premier importateur mondial de denrées agricoles et alimentaires. Il est majoritairement dépendant sur son alimentation animale, d'où 80% du soja qui est importé. Des contraintes, vous les connaissez certainement. L'équation de la sécurité alimentaire en Chine, elle est complexe. 17% de la population mondiale à nourrir, avec 8,5% de la surface arable et 6,5% des ressources en eau de la planète. Passage du côté des indicateurs économiques. Alors on le voit sur ce graphique, vous le voyez, c'est très net. Le moteur économique de la Chine eh bien, a été percuté de plein fouet par la crise Covid. Et on observe en 2023 un rebond avec une croissance qui remonte à 5,2%. Aujourd'hui, les autorités chinoises tablent pour 2024 à 5%. On parle d'une révision à 4%. On n'est pas sur un moteur qui a complètement repris le rythme d'avant Covid. La consommation, justement, c'est une des inconnues. Consommation qui, de ce point de vue-là, c'est intéressant. La consommation, donc là, c'est la structuration du PIB, je ne vais pas y venir, mais on a une consommation qui est globalement un moteur accessoire par rapport à l'économie chinoise. C'est essentiellement les exportations qui font l'économie chinoise. On va le voir tout à l'heure. Elle est marquée aussi par une crise économique actuelle sur le secteur immobilier. Le secteur immobilier, ça a été, de ce point de vue-là, un fer de lance avec une contribution très forte au PIB. Et les ventes ont chuté de 40% en 2 ans. L'immobilier, c'est très important pour les ménages chinois. C'est 70% de leurs actifs. C'est dans le panier de la ménagère. C'est un élément considérable. Autre indicateur macroéconomique important qui permet d'avoir un coup d'œil sur la bonne santé économique de la Chine, c'est le taux de chômage. Officiellement, on a un taux de chômage frictionnel qui est de 5%. On a un inconnu néanmoins, c'est un taux de chômage des jeunes qui n'arrête pas d'augmenter. Et de ce point de vue-là, vous l'avez vu, récemment, les autorités chinoises ont décidé d'arrêter de publier la statistique qui montrait une croissance du chômage des jeunes. Donc, un géant économique qui a connu sur les dernières années une croissance à 10 chiffres, mais qui, avant la crise Covid, commençait déjà à s'essouffler. Et on le voit, on a structurellement une reprise économique qui a du mal à reprendre après le rebond, certes qui a eu lieu post-Covid. Toute l'inconnu de savoir comment la Chine maintenant va évoluer. Autre élément macroéconomique, c'est l'évolution du revenu. On a une évolution du revenu, vous le voyez, qui entre 2002 et 2012 a été fulgurante, avec une croissance annuelle qui était de l'ordre à 10 à 16%. Aujourd'hui, on est sur une croissance qui reste autour de 8% en tendanciel. Ça reste très intéressant. On aimerait avoir ça dans les pays de la zone euro. Mais c'est néanmoins le signal, là encore, d'un certain ralentissement. Je l'ai dit tout à l'heure, le moteur économique, essentiellement, c'est l'exportation. La part de la consommation dans le PIB n'est que de 37%, là où dans la zone OCDE, en moyenne, on est à 60%. Donc vous le voyez, c'est assez intéressant de ce point de vue-là, de voir qu'on a une économie qui produit beaucoup,
avec des capacités qui sont dirigées vers l'exportation. Essentiellement, vous le savez, sur le secteur industriel. Dans ce contexte de consommation où on a beaucoup d'inconnus post-Covid, certes il y a une reprise, mais les fondamentaux économiques, et on a un phénomène d'inflation qui est quasiment à l'étal, quasiment nul. Sur la denrée alimentaire, elle est même en baisse sur l'année 2023 en glissement annuel. Et on parle d'une spirale inflationniste qui pourrait frapper ce pays. Est-ce que ça va véritablement se réaliser? C'est l'une des inconnues de l'année 2024, année du dragon. Alors l'année du dragon, là, on vient d'avoir les festivités du Nouvel An qui viennent de se dérouler il y a quelques semaines. Plutôt une bonne nouvelle. C'est un indicateur souvent important. Beaucoup de déplacements, beaucoup de consommation. Vous savez que c'est un moment de déplacement dans toute la Chine, avec beaucoup de consommation pour recevoir les familles. On a constaté plus 47% de recettes par rapport à 2023 et des déplacements en hausse par rapport à la période anté-Covid. Si on regarde maintenant de manière générale le profil des importations agricoles de la Chine, déjà le premier constat, c'est qu'au tournant du siècle, la Chine était un pays qui avait un excédent agroalimentaire, 9 milliards. Aujourd'hui, on a un déficit de la balance agroalimentaire qui est de 234 milliards. C'est considérable. C'est-à-dire qu'avec la croissance de cette économie, la montée en gamme de sa consommation, notamment avec un régime carné qui est monté en puissance, la Chine a importé de plus en plus d'alimentation animale et de protéines animales. On le voit très bien ici, sur ce camembert, avec les oléagineux qui correspondent au poste d'importation le plus important, suivi des viandes et des produits carnés. Le secteur de produits agroalimentaires de la Chine, eh bien, c'est assez cohérent avec ce que je vous ai montré sur les postes. C'est d'abord le Brésil, les États-Unis. On retrouve également le Canada et la France est en troisième position. La France est le premier exportateur agroalimentaire parmi les pays européens. Alors les échanges bilatéraux. Voilà. J'essaie de ne pas être déconcentré par le flux du son. Alors 3,8 milliards pour 2023, des importations qui sont autour de 700 millions, et donc logiquement un solde excédentaire à 3 millions. La Chine, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que le premier client de la France en Asie. Au total, sur l'ensemble des destinations, c'est notre 8e client à l'exportation. C'est donc incontournable. Vous le voyez, on a une situation en termes d'évolution sur les dernières années depuis 2019 où entre 2022 et 2023, on est reparti à la hausse. Et on se situe sur des niveaux qui sont des niveaux anté-Covid. Et donc de ce point de vue-là, on a un profil de nos exportations agroalimentaires qui est plutôt dynamique et positif. On a une structuration qui fait ressortir 4 moteurs, vins et spiritueux, 41% de l'ensemble de notre total, les céréales, et c'est assez récent, et les produits laitiers et les viandes et les produits carnés. Et on va voir un petit peu maintenant quelle est l'évolution de ces postes. Alors l'évolution, c'est que sur les vins et spiritueux, on a sur les 3 dernières années plus 60%. Donc on le voit bien, on a une dynamique forte et très intéressante. On va y venir tout à l'heure sur le décryptage de la problématique sous-jacente sur les vins et spiritueux, parce qu'en fait il y a un match, et vous verrez, on parlera de ce match. Sur les céréales, là encore, on a un pays qui est traditionnellement un importateur d'oléagineux, d'alimentation animale, mais de plus en plus de céréales, notamment recherche de blé avec une recherche qualité sur la panification. La Chine est devenue un importateur majeur de blé tendre. Ce n'était pas du tout dans le radar, alors même que c'est un pays qui est autosuffisant de ce point de vue-là. Et les produits laitiers, on a une consommation sur les 3 dernières années qui est, on va dire, à l'étal à peu près, de 3%. Les viandes, elles, par contre, ont baissé en valeur très nettement, notamment à la faveur, ni plus ni moins, des surcapacités chinoises de reconstitution, notamment de l'ensemble de la production porcine, suite, cette fois-ci, non pas à la pandémie Covid, mais à la pandémie de peste porcine africaine qui avait vu, avant
autour de 2018, l'ensemble du cheptel a frappé, et une baisse de 40% quand même du cheptel. Donc c'est vrai qu'avec la reconstitution des surcapacités en filière porcine, on observe une baisse des prix. Des secteurs qui montent, pêche et aquaculture, plus 38%. Est-ce qu'il y a un effet Fukushima? C'est une des questions qu'on posera à nos collègues du Japon. Vous le savez peut-être, mais la Chine a fermé son marché aux produits de la pêche et de l'aquaculture venant du Japon. Alors c'était un gros fournisseur. Aujourd'hui, il cherche à se diversifier. Et on observe une montée en puissance discrète, mais néanmoins ferme, sur les produits de la pêche et de l'aquaculture français. Focus sur les vins. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Chine a longtemps été vue comme, au tournant des années 2000, un peu l'Eldorado, le pays où si finalement chaque Chinois consommait 1 litre de vin, eh bien on allait sauver tous les vignerons de France. Aujourd'hui, le constat, c'est que cette ambition n'a pas été réalisée. On a même une consommation qui est en repli. Et cette consommation, on l'a observé, là ce sont des évolutions annuelles, mais bien avant la période Covid, où déjà, pendant la période Covid, on a vu une consommation de vin qui a chuté, mais bien avant, dès 2018, on commençait à avoir une chute de la production, et puis en 2019, une chute encore plus prononcée avec moins 15% quasiment annuel de consommation. Cette consommation en baisse, en parallèle, on a constaté une production locale en baisse. Il faut avouer que la Chine s'était là encore fixé des ambitions très fortes en termes de production de vin. On est passé de 13 millions d'hectolitres à 2,4 millions d'hectolitres en 2022. Donc vous voyez aussi un changement radical dans l'approche de la production de vin. On est passé sur du vin qui était sur une approche en volume, avec des vins de mauvaise qualité et souvent avec des problèmes de confusion, voire de contrefaçon par rapport aux appellations, à un vin de plus en plus qualitatif, mais qui se restreint sur une base de consommation plus petite. Et dans ce contexte, qui est un contexte assez peu positif, l'origine France, elle se maintient. Elle se maintient parce que, au fond, et c'est tout le travail des interprofessions françaises, c'est d'avoir associé vin rouge avec la qualité française. Et donc, il reste cette image très forte chez le consommateur chinois qu'un bon vin, c'est un vin français. Parfois, un petit peu, ça a été tordu aussi, un vin bordelais, mais pas que. Mais on a encore un capital important de ce point de vue-là sur l'origine France. Et on a une part de marché qui, vous le voyez, sur l'ensemble des fruits en Chine, qui sont en bas. Et donc, vous voyez, on oscille entre 50 et 30% de part de marché. Ce qui est intéressant, c'est de voir le match. Et le match, il est avec, sur ces barres, eh bien, le segment beige, marron, qui lui représente l'Australie. En fait, les vins australiens et les vins français se font une concurrence terrible sur le marché chinois. Et aujourd'hui, les vins australiens sont sortis du marché. Pourquoi ils sont sortis du marché? Parce qu'une enquête anti-subvention et une enquête anti-dumping a été diligentée par les autorités chinoises et elle a appliqué des taux de droit supplémentaires de 218%. Donc autant dire que pour les vins australiens, c'est la fermeture du marché. Aujourd'hui, on est à l'orée d'un rétablissement des droits zéro qui sont appliqués en vertu de l'accord bilatéral, enfin de l'accord plurilatéral qui existe avec la Chine et auquel est partie l'Australie. Et ce qui fait que prochainement, normalement c'est prévu pour cette année, on ne sait pas quand, mais l'origine australienne va revenir sur le marché chinois. Et donc de ce point de vue-là, le risque, c'est que potentiellement on pourrait avoir une inversion de notre part de marché par rapport aux Australiens. Donc certes, on capitalise sur une origine qui est reconnue, mais avec une compétitivité qui évidemment est toujours en difficulté par rapport à l'origine australienne. Un dernier petit mot sur les vins, les catégories de vins. Les vins pétillants sont des vins assez peu consommés, assez peu appréciés par le consommateur chinois. Il y a une petite évolution néanmoins, on le voit ici. En 2023 en tout cas, 7% seulement des vins importés sont des vins pétillants. Donc on le voit, le consommateur chinois globalement, c'est vin rouge et vin tranquille. Focus sur les céréales. Donc là, on a une forte
croissance des importations. On est passé à 20 milliards d'importations de céréales par la Chine contre 2 milliards en 2011, principalement du maïs à 42%, de l'orge et du blé tendre de plus en plus. Les exportations françaises, massivement, plus des 2/3 de l'orge, du blé tendre évidemment, je l'ai dit, dans un contexte où, certes, on a, en termes quantitatifs, une autosuffisance chinoise sur la récolte de blé par rapport à la consommation domestique, mais on a un développement de la consommation de pain de boulangerie, de pâtisserie, qui fait appel à des panifications spéciales. Et donc, de ce point de vue-là, l'origine française tire son épingle du jeu. Et donc, on le voit, aujourd'hui, on a des importations chinoises qui évoluent. Donc, on voit ici sur ce graphique la montée des importations avec les différents segments et la structuration de ces importations. La destination Chine, s'il faut résumer, c'est d'abord des opportunités à saisir. On est sur un marché absolument incontournable. Rappelez-vous les chiffres macro que j'ai donnés en tout début de présentation. Une consommation qui est tirée par une population qui est urbaine, qui est une population qui a un niveau de vie qui évolue chaque année, certes qui ralentit par rapport à ce qu'elle a pu connaître sur les années précédentes, mais néanmoins qui évolue de manière beaucoup plus dynamique que ce que l'on peut connaître en Europe. C'est une population qui est très attentive au phénomène d'influenceurs, très attachée aux marques, très attachée aussi aux produits premium pour se distinguer. Aujourd'hui, c'est la fin de la politique, qu'il y a un redémarrage économique, c'est intéressant d'y participer. Et c'est une reprise qui est jugée prioritaire par les autorités, donc on va voir aussi comment elles vont soutenir la reprise économique actuelle. Est-ce qu'il y aura des leviers de relance actionnés par Pékin? Et ce qui est intéressant, les autorités chinoises, ce qu'elles ont fait d'ores et déjà, c'est un changement qui n'est pas négligeable. C'est que pour attirer notamment la prospection commerciale, il y a la levée des visas pour les séjours de moins de 15 jours. C'est du jamais vu. Ça montre l'intérêt des autorités chinoises pour amener de nouveau de la prospection commerciale, du tourisme, et donc de ce point de vue-là, de contribuer à la relance économique. Des risques, et ça les risques, il faut les anticiper, il ne faut pas les oublier. C'est une politique qui est guidée par l'autosuffisance. C'est, de ce point de vue-là, les mesures commerciales ont des visées protectionnistes ou des visées, je dirais, de jeu dans les différentes mesures commerciales que se font les différents pays. On a récemment, au niveau de l'Union européenne, mis en place une mesure commerciale contre les véhicules électriques. Eh bien, depuis le 5 janvier, nous vivons avec une épée de Damoclès sur les cognacs, avec notamment une enquête anti-dumping qui a été diligentée par le ministère du Commerce chinois. On l'a vu, l'Australie a eu ce même sort, et pour le coup, l'épée de Damoclès est tombée, et on a vu que ça peut faire ni plus ni moins une éviction par rapport au marché. Les crises sanitaires, toujours important de les avoir en tête en Chine, elles ont une dimension qui est à la taille du pays, avec un effet considérable sur le consommateur, notamment en termes de confiance du consommateur. C'est vrai sur le lait à mélamine, on l'a connu, mais c'est vrai aussi sur la PPA. Ne pas négliger les enjeux de propriété intellectuelle. C'est un pays où il y a beaucoup de contrefaçons. Il faut protéger sa marque, protéger son appellation lorsqu'on va sur ce marché. Et puis avoir en tête que c'est un pays qui est en train de faire des leapfrogs, c'est-à-dire vraiment des sauts dans la manière de commercer. Carrefour était, il y a encore 5-6 ans de cela, un leader de la distribution avec son segment et son modèle d'hypermarché. C'est fini. En 5-6 ans, tout ça c'est fini. Carrefour a vendu tous les magasins. Il n'y a plus d'enseignes. On est passé quasiment, pas exclusivement, mais très majoritairement à l'e-commerce avec les grandes plateformes que vous connaissez, notamment Alibaba et toutes les autres grandes plateformes chinoises. Et de ce point de vue-là, il faut, lorsqu'on va sur ce marché, penser à une mise en jambe sur le numérique. Voilà, j'en ai fini. On va faire les questions sur cette partie-là et puis ensuite. Ce que je vous propose, c'est peut-être de passer maintenant aux questions sur la partie économique et commerciale. Et puis ensuite, Caroline va vous présenter tout ce que vous avez voulu savoir sans jamais oser le demander sur la partie sanitaire. Et vous lui poser toutes les questions afférentes.
Oui, bonjour. Hervé Dess, donc journaliste. Juste une question qui vaut aussi bien pour la Chine que le Japon et la Corée. Est-ce que les produits français subissent une concurrence du fait des coûts logistiques d'acheminement depuis l'Europe jusqu'en Asie? Est-ce que ces coûts, et je pense notamment au vin australien, les coûts pour acheminer du vin australien sur la Chine ou sur d'autres destinations par rapport à nos coûts logistiques à nous, est-ce que ça nous défavorise? Alors, vous avez apporté la réponse dans votre question, en citant notamment l'exemple de l'Australie. Évidemment, l'Australie, lorsqu'elle n'est pas frappée par une mesure commerciale de la part de la Chine, déjà bénéficie de l'accord régional avec la Chine. Donc déjà, ils ont des droits de douane préférentiels. Et évidemment, il y a une distance logistique qui est beaucoup plus proche et qui permet effectivement de limiter les coûts de fret maritime. Donc oui, de ce point de vue-là, il y a un facteur de compétitivité qui est du côté de tous les fournisseurs, du côté du Pacifique, à proximité Pacifique, mais aussi du côté de l'Amérique latine. Et c'est vrai aussi pour le Japon, si je réponds pour mes collègues. Ils acquiescent. Juste une petite... Anne-Laure Roy du ministère de l'Agriculture, juste une petite question sur il y a un des schémas que vous avez montré où le revenu disponible des ruraux est supérieur à celui des urbains. C'était l'évolution annuelle. Ce sont des courbes d'évolution annuelle. Et il y a eu effectivement des années de rattrapage sur les revenus. Oui. Bon, bref. Les revenus ruraux en Chine ne sont pas composés uniquement que des revenus agricoles. Il y a beaucoup, en fait, dans ces statistiques, en fait, on retrouve aussi des journées de travail dans des usines qui sont en zone rurale. Donc, en fait, c'est un agrégat qui ne comprend pas que de la main-d'œuvre agricole, très concrètement. Parce que ça me paraissait antinomique avec ce que vous disiez, que c'était les urbains qui tiraient la consommation, alors que visiblement, ou est-ce que c'est parce que de toute façon les urbains sont plus nombreux et donc non, il y a eu une année où effectivement ça s'est chevauché et ça s'est dépassé. Mais aujourd'hui, on constate néanmoins, là, on est sur des évolutions. Les fondamentaux, c'est que néanmoins les revenus sont beaucoup plus élevés en zone urbaine que par rapport à la zone rurale. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, une des priorités des autorités chinoises, c'est la revitalisation rurale. Et la revitalisation rurale, c'est justement trouver des relais de croissance dans les zones rurales pour investir et notamment essayer de pousser, d'augmenter la consommation domestique. Parce que précisément, la consommation domestique, même en zone urbaine, ne contribue pas tant que cela au PIB. Et il reste encore beaucoup de population en zone rurale. Et la volonté, c'est de dégager des marges de croissance là-dedans. Et en pourcentage, du coup, urbain-rural, ça fait quoi? On doit être à 60-40. 60 urbains, 40... Ouais. Okay, merci. Oui, bonjour, Abdoulaye Traoré, ANMF. Vous présentez tout à l'heure l'augmentation de la demande en céréales par la Chine. Avec l'amélioration des relations diplomatiques entre la Chine et l'Australie et le contexte géopolitique actuel, est-ce que les blés d'origine, en l'occurrence d'origine mer Noire et australien, peuvent constituer un frein au développement de l'importation de blé français par les Chinois? Oui, c'est possible, bien sûr. On le voit déjà, il y a une concurrence sur les orges, entre orge australienne et orge française. Après, il y a tout un travail qui est fait par la filière française de conviction sur la qualité française. Et de ce point de vue-là, c'est assez intéressant de voir qu'on a des importateurs chinois qui sont intéressés, même si effectivement il n'y a pas le même niveau de prix,
ils sont intéressés par l'offre française. Les autorités chinoises aussi sont toujours vigilantes à ne pas dépendre des mêmes fournisseurs. Et puis, les relations géopolitiques conditionnent beaucoup les ouvertures de marché ou le maintien des marchés, vous l'avez dit. Or, c'est très volatile. On le voit avec l'Australie, sur les 6 derniers mois, on a eu des hauts et des bas dans la relation diplomatique, avec une visite du Premier ministre australien début novembre qui a été reçue en grande pompe, et puis l'Australie qui a contesté un petit peu les manœuvres maritimes de la Chine dans les zones contestées de mer de Chine du Sud, et tout de suite, la relation s'est à nouveau glacée. Donc c'est assez intéressant de voir aussi que c'est une destination où toutes ces considérations géopolitiques jouent beaucoup, et elles peuvent changer très rapidement. Oui, moi j'ai une petite question. Donc, Nicolas Ferris, France Agrimaire. Est-ce que tu pourrais élaborer un petit peu plus sur la perception de la qualité de l'origine France auprès des consommateurs chinois, et est-ce qu'il y a une différence notamment en termes de génération chez les consommateurs, et est-ce qu'il y a une érosion, ou est-ce que cette position reste assez solide? Alors pour moi, cette position reste assez solide. Mais encore une fois, en Chine, tout peut changer rapidement. Elle est solide par rapport à 2 facteurs. Premier facteur, on a une interprofession intercéréale qui a investi sur la Chine il y a très longtemps, dès le milieu des années 90. Donc il y a un réseau avec les principaux importateurs qui sont des réseaux qui sont établis de longue date, qui sont très solides, et la qualité française est très bien connue et reconnue. Deuxième, sur les céréales, sur orge, sur blé, incontestablement, on a une très bonne connaissance par les importateurs et les acteurs chinois. Et à côté de ça, on a une dynamique qui est assez intéressante. C'est le fait que, un peu d'ailleurs comme en Corée, on peut le constater, il y a un véritable engouement des jeunes générations pour les pains, les baguettes françaises, la pâtisserie. Faut savoir que là, pour le coup, il faut rendre à César, à ses lauriers. On a un groupe français mondial qui s'appelle le SAFRE, qui a travaillé de longue date à valoriser ses levures, mais aussi à faire du soft power, et à organiser notamment une Coupe du Monde de boulangerie, la Coupe Le SAFRE. Et donc de ce point de vue-là, on a formé des boulangers, et on continue à former. Il y a une école à Shanghai où on forme des boulangers à la panification française. Et au mois de mars, il y a une école qui va ouvrir à Pékin. Et aujourd'hui, si cette école ouvre à Pékin, c'est précisément parce qu'on a une croissance phénoménale du nombre de boulangeries qui s'ouvrent. Elles s'ouvrent comme des petits pains, si vous me passez l'expression. Et de ce point de vue, c'était facile, il fallait la faire. Il fallait la faire. Et donc de ce point de vue-là, on a non seulement un historique fort, mais je pense que devant nous, on a un horizon qui est plutôt favorable, même si en termes de logistique, par rapport aux Australiens, par rapport aussi au niveau géopolitique, par rapport aux Russes, il n'en reste pas moins qu'au-delà de ces différences, on a une recherche de qualité sur des blés panifiables pour faire des produits qui ressemblent à une baguette française, qui ressemblent à des croissants, à de la viennoiserie. Et de ce point de vue-là, c'est un avantage considérable. Et je pense que le travail fait à la fois par Intercéréales et par le SAFRE, voilà, c'est 2 facteurs qui donnent beaucoup de solidité aujourd'hui à ce marché. Non, la qualité française, elle est reconnue. Elle est reconnue pour son aspect gustatif, elle est reconnue pour la maîtrise sanitaire. C'est des éléments qui comptent beaucoup pour les Chinois. Maintenant, évidemment, on a aussi un marché chinois qui est très segmenté, avec de l'importation standard tout venant, et puis des marchés premium. Il faut savoir, mais on l'observe aussi dans toute l'Asie, qu'on a par exemple des distributeurs qui sont des clubs. En fait, vous avez une enseigne, et puis cette enseigne vous propose, si vous avez un certain niveau de revenu,
de participer à un club de clients et vous avez accès à des produits que le commun des Chinois n'ont pas accès et qui sont des produits premium et on vient vous les livrer régulièrement. Donc c'est pas le panier des AMAP, c'est le panier premium qu'on vient vous apporter à la porte de votre domicile. Et ça se développe énormément et ça fait partie de cette distinction sociale à laquelle sont très attachés les Chinois, surtout qui commencent à changer de catégorie et avoir des revenus beaucoup plus élevés. Et là, pour le coup, les produits français sont véritablement vus comme des produits premium. Bon. Et dernier point par rapport à cette problématique, parce que c'est très important ce que tu dis, Nicolas, ce qu'on essaie aussi, et ça c'est le travail aussi fait en lien avec les interprofessions, c'est montrer comment des produits premium peuvent s'intégrer à la cuisine chinoise. Parce que c'est une cuisine qui est extrêmement identitaire. Elle est tellement que, en fait, c'est comme les fromages français. Il y a autant de cuisine chinoise qu'il y a de régions. Et donc, de ce point de vue-là, c'est toujours très important de souligner le fait que les produits français, ce n'est pas des produits juste pour les restaurants, pour expats. C'est des produits qui, aujourd'hui, peuvent être cuisinés par les Chinois pour sublimer la cuisine chinoise. Oui, bonjour, Sandrine Auguer, école d'ingénieurs de Purpan. Sur cette spécificité française, est-ce que des pratiques de production agroécologique peuvent faire écho en Chine auprès de certains circuits de distribution ou certains consommateurs ou pas encore? Alors oui et non. Je pense notamment aux fruits et légumes. Alors oui et non. C'est une très bonne question. Non. Je vais commencer par l'antithèse. Non, parce que, si vous voulez, le consommateur chinois, même assez aisé, ne sait pas ce que le label bio. D'ailleurs, il y a un label bio qui existe, mais qui n'est pas contrôlé, pas véritablement certifié. Il y a d'autres labels écologiques qui existent, mais qui ne sont pas connus et pas valorisés pour le consommateur. Et encore une fois, il n'y a pas de soutien de la part de la puissance publique pour développer ce segment-là. Et il n'y a pas vraiment d'intérêt de la part des grands groupes et des grandes productions pour aller production locale chinoise pour aller vers ces segments. Donc, je dirais que c'est pas nécessairement un argument de vente aujourd'hui. Par contre, et c'est là où je dis oui, il y a des sujets où c'est monté en puissance. Et je pense notamment à l'antibiorésistance, avec un label qui s'appelle le label Yantai, qui est un label qui, auprès du consommateur, certifie du zéro résidu antibiotique dans l'élevage porcin. Et pour le coup, c'est Coperle qui, je pense, au sein de la coopérative, on doit être à 80 fermes qui sont labellisées Yantai. Donc c'est important parce que ça signifie qu'ils produisent selon un mode de production sans antibiotiques pour le marché chinois et pour un consommateur qui aujourd'hui s'abonne à travers ces fameux clubs de distribution que j'ai évoqués. Parce que pour le coup, cette viande Coperle, elle est vraiment distribuée dans un club qui s'appelle Sam Club, très très bien identifié. Donc on est vraiment dans cette logique-là. Donc globalement, sur l'agroécologie, la prise de conscience, on n'y est pas. Mais il y a ce segment sur les antibiotiques qui est assez intéressant et qui aujourd'hui fonctionne avec notamment des flux des Côtes d'Armor jusqu'à la Chine. Merci Cédric pour cette présentation. Ce ne sera pas une question, mais seulement une remarque ou alors un constat positif qui montre que ces données de terrain concernant la Chine confortent les données que nous disposons en France, notamment dans les bases de données de France Agrimaire. La DG Trésor a récemment fait une analyse sur ces données et effectivement, la Chine arrive la première destination des exportations françaises. Et cela montre bien que les filières se saisissent bien de cette opportunité, de cette destination vers la Chine. Donc c'est un constat qui nous rassure et qui nous conforte. Merci. D'accord. Et maintenant, tout ce que vous voulez savoir sur les conditions sanitaires en Chine. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pour ceux d'entre vous qui avaient déjà assisté à ma présentation l'an dernier, vous allez reconnaître certaines diapositives.
En fait, c'était très intéressant pour moi de mettre à jour ce PowerPoint. J'ai, avec beaucoup de satisfaction, supprimé certains paragraphes des sujets qui sont aujourd'hui derrière nous. Et puis, il y a quand même quelques diapositives que vous allez reconnaître, puisque certains sujets sont toujours d'actualité un an plus tard. L'accès au marché en Chine, essentiellement des contraintes sanitaires et phytosanitaires. Pas que, mais c'est quand même une des principales préoccupations qui nous occupent. Comme les collègues de Corée et du Japon, je vais commencer par vous présenter notre environnement administratif et les administrations chinoises avec lesquelles nous devons dialoguer au quotidien. Elles sont nombreuses, il faut comprendre qui fait quoi pour s'adresser à la bonne personne et faire progresser le dossier. Notre premier interlocuteur, c'est le ministère de l'Agriculture chinois. Outre la réglementation de l'agriculture en Chine, ils vont intervenir sur les questions relatives à la santé animale. En termes d'accès au marché, ça va concerner les négociations zonage et les levées des embargos. Ils vont également être impliqués dans les sujets d'alimentation animale. Nous avons ensuite la State Administration for Market Regulation, qui ressemble un petit peu à notre DGCCRF. Ils vont s'occuper des produits qui sont mis sur le marché chinois. Nous allons être confrontés à ce ministère pour les sujets essentiellement laitiers, l'enregistrement des recettes de lait infantile, et nous allons également faire de la veille réglementaire pour s'assurer que de nouvelles réglementations ne vont pas bloquer nos exportations, par exemple des réglementations sur l'étiquetage ou sur la composition des produits. Cette administration travaille main dans la main avec le ministère de la Santé chinois, qui va travailler sur ces mêmes sujets, ces mêmes réglementations. Et ensuite, votre administration préférée, c'est la mienne aussi, ce sont les douanes chinoises, qui vont s'occuper d'environ 80% des sujets d'accès au marché. Les douanes chinoises sont constituées de nombreuses directions générales. 2 vont concerner les sujets agroalimentaires. Le Bureau of Import and Export Food Safety va s'occuper entre autres des produits carnés, des produits aquatiques, des produits laitiers, également des vins spiritueux et de nombreuses autres catégories. Le Department of Animal and Plant Quarantine va s'occuper entre autres des animaux vivants, de la génétique animale, de l'alimentation animale et des sous-produits animaux, de ce qui est en termes végétal, les fruits et légumes frais, les céréales, les semences végétales, les fourrages. Ils vont également être impliqués dans les sujets alimentation animale avec une compétence partagée avec le ministère de l'Agriculture qui était évoqué précédemment, notamment sur les sujets embargo et zonage. Il est essentiel en préambule d'identifier quelle est la direction générale qui va concerner notre dossier, car elles vont appliquer des réglementations différentes et des contraintes différentes. Donc c'est vraiment la première chose à identifier, c'est de quel côté on va se trouver et quels sont les ennuis qui vont nous tomber dessus. Les enjeux de l'accès au marché, 2 enjeux distincts, à la fois l'ouverture de nouveaux marchés et le maintien des marchés existants. La réalité quand même aujourd'hui, c'est que énormément de notre énergie est consacrée à maintenir les marchés existants. Vous le savez parce que vous aussi, si vous exportez vers la Chine, tous les jours, vous devez être vigilant et continuer à surveiller qu'il n'y ait pas de nouveaux blocages, de nouvelles contraintes. Appliquer toutes les contraintes administratives nécessaires pour maintenir les exports existants. Et une fois qu'on a fait tout ça, on essaye de regarder avec le temps qui nous reste comment ouvrir de nouveaux marchés. Quelques mots sur le maintien des marchés existants. Donc, je vous parlais de ces 2 directions générales aux douanes chinoises. La première, la direction de la Food Safety, a mis en place au 1er janvier 2022 un outil d'enregistrement des établissements qui s'appelle CIFER. Vous le connaissez par cœur. Il nous a énormément posé de soucis en 2022 et 2023. Je ne vous en dirai pas plus. Je vais seulement vous faire un rappel. Vous pouvez consulter sur le site CIFER Query Single Window le statut de votre établissement. Vous avez enregistré, renouvelé votre agrément au cours des années passées. L'agrément est valide 4 ans ou 5 ans en fonction des filières. Il faut vous rendre sur le site régulièrement. La procédure pour le renouvellement est longue, donc en avance, si vous constatez que votre agrément arrive à échéance, rapprochez-vous de votre DDPP, rapprochez-vous de France Agrimaire, rapprochez-vous de la DGL. Il faut anticiper. Ça, c'est nouveau. Vous n'en avez normalement pas encore entendu parler. C'est que la 2e direction générale dont je vous parlais a trouvé que cet outil d'enregistrement numérique était une très bonne idée et qu'ils allaient faire quelque chose d'à peu près similaire. On espère qu'ils vont apprendre des erreurs de la première direction et que nous allons éviter quelques lacunes. Ce n'est pas encore gagné.
Pour l'instant, c'est un projet, ce n'est pas encore mis en place, nous n'avons pas d'informations très officielles. Nous savons que ça entrera en vigueur dans le courant de l'année 2024. Et vraisemblablement, le circuit devrait être un petit peu différent de CIFER. Ce n'est pas les établissements qui vont rentrer eux-mêmes les informations, mais ce serait l'autorité compétente. Ça reste néanmoins à vérifier parce qu'en fonction des filières concernées, certaines ont des dossiers d'agrément avec énormément de documents. Donc il y a encore plein de points que nous devons clarifier avec les autorités chinoises, mais on n'est pas encore sûr qu'elles aient pris la mesure de cette nouvelle réglementation qu'elles ont envie de nous proposer. Elles ont déjà commencé à travailler sur cette réglementation. Vous trouverez donc un site internet sur lequel l'AGAC a commencé à injecter vos données. Ce n'est pas encore en vigueur, donc rassurez-vous, vous allez voir le nom de votre établissement, certainement. C'est quelque chose de préparatif. Vous pouvez néanmoins aller consulter dès à présent sur ce site internet et vous assurer qu'il n'y ait pas d'erreur, en particulier dans les adresses, régions et départements. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très clair pour les autorités chinoises. Et pour CIFER, on avait constaté qu'ils avaient injecté avec de nombreuses erreurs. On vous encourage donc à aller vérifier pour votre établissement qu'il n'y a pas d'erreur. Vérifions tout de suite, n'attendons pas que l'outil soit en œuvre et qu'il y ait des blocages dans les ports. Je vais aller très rapidement sur cette donnée, mais le maintien des marchés existants, c'est également le renouvellement des agréments qui existent. Je m'adresse en particulier aux filières génétiques. On ne vous a pas oublié, on travaille sur le renouvellement de vos agréments. C'est quelque chose qui semble évident, c'est des marchés qui sont ouverts, des agréments qui sont acquis, et pourtant au moment du renouvellement, même si on suit la procédure, la partie chinoise met 6 mois à nous répondre lorsqu'elle devrait le faire en 3. Et donc on se retrouve confronté à des interruptions des exportations. La Chine, c'est difficile au quotidien, même quand on a tous les feux au vert, il faut quand même rester vigilant. Mais nous trouvons quand même le temps de travailler un tout petit peu pour l'ouverture des nouveaux marchés. Nous avons réussi à obtenir quelques succès en 2023 et nous espérons obtenir à nouveau de nouvelles avancées et pouvoir proposer au marché chinois une nouvelle diversité de produits français. Quelques mots sur les étapes principales qu'il faut franchir pour ouvrir un nouveau marché en Chine. La première chose, c'est s'assurer que d'un point de vue sanitaire, il n'y ait pas de blocage. S'il y a une maladie ou un pathogène en France qui inquiète les autorités chinoises, il faut faire un travail de levée d'embargo ou bien de contournement sanitaire, enfin les convaincre qu'il n'y a pas de problème, que nos produits peuvent être exportés. La grande difficulté dans ce point-là, c'est que la Chine ne reconnaît pas les statuts des organisations internationales et n'en a rien à faire, quoi. Donc il faut faire un travail de pédagogie en partant du début et expliquer pourquoi il n'y a aucun risque sanitaire pour nos produits qui partent de France. Une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, on va pouvoir négocier réellement l'ouverture du marché à travers un audit système en fonction des filières, parfois la négociation d'un protocole, la négociation d'un certificat sanitaire. Je vais illustrer ces deux points avec l'exemple des collègues espagnols qui ont, il y a quelques semaines, ils se sont félicités de la levée de l'embargo ESB pour les viandes bovines. Néanmoins, ils n'ont pas ouvert le marché, ils n'ont pas fait la deuxième étape. Donc aujourd'hui, malgré le fait que dans la presse, on en ait énormément entendu parler, ça ne se concrétise pas par de l'exportation. Ils ont encore beaucoup de travail à faire avant de pouvoir véritablement exporter leurs produits. Une fois que le marché est ouvert, ce n'est pas encore terminé. Il faut agréer les établissements un par un. Ça peut se traduire par des enregistrements sur des bases informatiques, on en a parlé un tout petit peu précédemment. Ça peut également se traduire par des dossiers d'agrément documentaires, parfois des audits physiques, parfois des licences à obtenir auprès du ministère de l'Agriculture, en fonction des filières. Chaque établissement doit se prêter à l'exercice. C'est une charge de travail considérable. Je vais illustrer très rapidement ces points avec quelques dossiers sur lesquels nous sommes en train de travailler. Le zonage influenza aviaire tout d'abord. Comme je vous disais, avant de pouvoir négocier quelque chose, il faut se mettre d'accord sur le statut sanitaire. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que l'influenza aviaire revient de manière récurrente en France et ne nous laisse pas l'espace nécessaire pour négocier l'ouverture de marché. Notre stratégie actuelle est donc de négocier un zonage qui nous permettrait de traiter la France non pas comme une unité entière, mais chaque département
comme une unité indépendante, et donc des départements pourraient être indemnes suffisamment longtemps pour nous laisser le temps de travailler ensemble, d'exporter les produits vers la Chine. Donc le zonage influenza aviaire, sur lequel nous travaillons activement, devrait permettre de rétablir les exportations dans la filière volaille. Ça concerne l'ensemble de la filière volaille, à savoir la génétique, les ovoproduits, la viande, le foie gras, également les animaux vivants et le pet food. Donc c'est vraiment un dossier qui concerne énormément de filières et que nous espérons faire progresser en 2024. L'embargo ESB, donc je vous ai déjà parlé de cet exemple des collègues espagnols qui ont levé l'embargo ESB pour les animaux de moins de 30 mois. Nous avons déjà levé cet embargo en 2018, mais il y a une partie de l'embargo qui persiste sur les animaux de plus de 30 mois et sur les abats des animaux de moins de 30 mois. Il faut donc que nous levions cette difficulté avant de pouvoir étendre notre marché, parce qu'aujourd'hui, il est réduit aux seules viandes des animaux de moins de 30 mois. Deux autres exemples, la tremblante et la maladie de Schmallenberg, qui nous empêchent aujourd'hui de progresser sur la filière caprine, Candidatus liberibacter, qui est une bactérie qui concerne les semences végétales et qui nous empêche de rétablir nos flux. Une fois que tous les sujets sanitaires ont été évacués, nous pouvons rentrer dans les négociations à proprement parler. On peut parler de négociations de protocole, on peut parler de réalisation d'audits. En ce qui concerne l'alimentation animale, nous sommes même en train de finir un certificat sanitaire. Ensuite, nous pourrons exporter. La dernière étape, c'est celle des agréments des établissements. Je ne vais pas vous donner d'exemples vu que c'est des cas très individuels. Je ne mentionnerai que la filière volaille, qui n'est pas enregistrée dans CIFER aujourd'hui. Il faut s'y préparer, donc je vous invite à vous rapprocher de vos DDPP, de France Agrimaire, pour vous enregistrer, vous préparer à l'enregistrement dans CIFER et nous permettre, lorsque nous aurons fait les premières étapes, de pouvoir démarrer les exportations le plus rapidement possible. Quelques mots pour conclure. Le marché chinois, c'est des opportunités. Cédric vous en a parlé longuement. Un beau marché avec énormément de consommateurs, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Les réglementations chinoises sont difficiles. Leur objectif est parfois, sans même s'en cacher, tout simplement d'être des mesures protectionnistes qui ont pour but de favoriser les industries chinoises, les productions chinoises. Et donc il faut, malgré ça, essayer de tirer notre épingle du jeu. Les démarches sont longues, elles sont complexes, elles sont chronophages. Elles sont régulièrement tout en chinois, ce qui ne facilite pas les choses non plus. Donc si je peux vous faire une recommandation, c'est de ne pas vous lancer seul dans l'aventure du marché chinois, de vous rapprocher de vos interprofessions, de vous rapprocher de France Agrimaire, de vous rapprocher de Business France. Il y a également des associations locales, vos chambres de l'agriculture qui peuvent vous aider et vous guider. Et nous également, à l'ambassade de France, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Et si jamais vous passez à Pékin, signalez-le-nous, venez nous rencontrer, nous sommes à votre disposition. Malgré cette conclusion un petit peu en demi-teinte, je vous souhaite une excellente année du Dragon de Bois. Est-ce qu'il y a des questions sur l'aspect SPS ? Bonjour, merci pour cette présentation. Je suis Aurélie Binins, je suis la déléguée générale de la FACO, la Fédération des fabricants d'aliments pour chiens, chats, oiseaux et autres animaux familiers. J'avais une petite question. Aujourd'hui, on a un CS avec la Chine, on a quelques entreprises qui exportent vers la Chine. Et dans le CS, on a toujours on doit toujours justifier de l'absence de ruminants, et notamment par un test PCR. Vu qu'il y a quelques années, on a réussi à ouvrir en Chine le marché du bœuf, j'espère que c'est toujours ouvert. Est-ce que vous pensez envisageable pour en tout cas le pet food, enlever cette clause de pas de ruminants dans les produits pour animaux ? Merci. Alors, c'est un point effectivement qui a été identifié. J'ai commencé à faire de la pédagogie auprès des autorités chinoises pour leur expliquer que pour le pet food en particulier, le risque était négligeable, mais sans vouloir faire de mauvaises blagues, les chiens et les chats peuvent parfois finir en animaux de rente en Chine. Donc il faut quand même... Non mais, il y a des conditions sanitaires supplémentaires dont il faut s'assurer, c'est important, mais
Sur ce, bref, j'ai commencé à en parler avec eux, à leur expliquer, à leur présenter notre système, mais on part de loin. Donc il va encore y avoir de nombreuses discussions. Et nous n'excluons pas, au cours également des discussions sur l'influenza aviaire qui devrait libérer en termes de pet food la partie volaille, pourquoi pas de remettre ce sujet bovin sur la table et d'essayer donc de rétablir des exportations normales pour la filière pet food. Parce qu'effectivement, c'est un marché où il y a énormément d'opportunités. Le marché des animaux de compagnie croît énormément en Chine. Il croît auprès des personnes qui ont de l'argent, donc c'est vraiment quelque chose que nous méritons à explorer ensemble. Sur le pet food, c'est pas de bovin. Pas de bovin du tout. C'est pas. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que tant qu'il y a l'embargo sur le plus de 30 mois, c'est assez logique qu'il soit sur pas de bovins dans l'aliment. Je pense qu'il faut d'abord lever l'embargo, puis après... En France, je te dirais bien que le pet food, on s'en fiche. Mais Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que, de leur point de vue, c'est assez logique. On est encore en situation d'embargo sur le bovin, sur une partie. Donc après, leur dire, on vous garantit que ce sera du moins 30 mois dans l'alimentation pour chiens. Enfin bon, je pense... Bonjour, oui. Est-ce que CIFER concerne tous les exportateurs ou seulement la filière animale? Alors, est-ce que je peux revenir en arrière? Yes. CIFER, c'est la belle invention du Bureau of Import and Export Food Safety. Donc c'est toutes les filières qui sont ici, avec deux types de catégories principales, les produits à haut risque sanitaire, produits carnés, aquatiques et laitiers, et ensuite, et pas seulement, en fait on a également des condiments végétaux, et ensuite on a des produits à bas risque sanitaire. Les deux sont confrontés à des procédures différentes. L'une nécessite l'approbation de l'autorité compétente française, l'autre a seulement besoin d'une autodéclaration. Donc par exemple, les vins spiritueux qui sont nombreux à utiliser cet outil n'ont pas besoin de solliciter l'autorité compétente française. Ils déposent leur dossier dans CIFER qui est directement envoyé auprès des autorités chinoises. En ce qui concerne les filières laitières ou viande, par exemple, le dossier est déposé, la DDPP doit intervenir. Ensuite, la DGL valide le dossier en bout de chaîne française et le dossier est ensuite envoyé auprès des autorités chinoises. Les filières qui sont ici vont être vraisemblablement concernées par le nouveau système qui n'est pas en place. On surveille avec beaucoup d'attention pour savoir comment ça va se mettre réellement en place. Est-ce qu'elles seront toutes concernées ou pas? Est-ce qu'ils vont faire des traitements différenciés? Parce qu'aujourd'hui, on a des filières telles que les céréales où l'enregistrement est assez simple. On envoie un tableau Excel avec la liste des entreprises. Et on a également des dossiers en alimentation animale qui sont très épais avec des dossiers d'agrément qui peuvent ressembler à ce qu'on fait en food. Énormément de documents. Donc deux traitements très, très, très différents. On ne sait pas comment ce nouvel outil informatique va pouvoir gérer cette différence. Donc on a posé la question aux douanes chinoises. On ne sait pas si eux se sont posé la question. On verra quelle est leur réponse. Oui, pour l'enregistrement des entreprises, pour l'exportation, pour la farine, par exemple, pour les produits de meinerie, est-ce que les entreprises qui s'enregistrent pour la première fois, elles le feront sur CIFER Single Windows ou bien sur AR.com? Alors, pour les produits de meunerie, ici, Bureau of Import and Export Food Safety, donc c'est bien CIFER. Néanmoins, ce n'est pas l'adresse que j'ai mis. L'adresse que j'ai mis ensuite, qu'on va revoir rapidement, celle-ci, c'est celle qui vous permet de consulter le statut de tous les établissements. Ce n'est pas l'adresse qui va vous permettre de vous enregistrer. Si vous êtes un nouvel établissement, il faut vous rapprocher de votre DDPP ou de France Agrimaire. Ils vont vous donner des codes d'accès qui vont vous permettre de créer votre compte. En fait, je me suis rapproché de France Agrimaire qui nous a dit de créer nous-mêmes notre compte. Donc, nous l'avons fait sur AR.com parce que pour demander le numéro CIFER, il faut un numéro d'enregistrement.
Donc là, on bloque un tout petit peu, mais France Agrément nous a fait comprendre que depuis 2023, les entreprises s'auto-enregistrent. Il n'y a plus besoin de passer par l'intermédiaire de France Agrément pour l'enregistrement. Alors, ce que je vous signalais, c'est qu'il y a des catégories à risque élevé et des catégories à risque faible. Je n'ai pas la liste dans mes annexes ici, mais je pourrais vous dire exactement en ce qui concerne la meunerie, si vous avez besoin de passer par la DDPP ou si c'est un enregistrement direct en autodéclaration. Ouais. J'ai pas l'annexe avec moi. Mais n'hésitez pas à me recontacter, à m'envoyer du coup les détails des produits que vous souhaitez exporter et on pourra regarder votre cas de manière plus précise. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de questions sur les questions SPS. Alors, monsieur, à disposition pour qu'on creuse, je crois que vous avez un expert derrière vous. Si, voilà, on peut en parler en bilatéral sur le sujet qui vous préoccupait. Donc, écoutez, un très grand merci à tous les intervenants d'avoir été là, à nos conseillers agricoles à Pékin et à Tokyo avec compétences pour la Corée. Et merci à tout l'auditoire d'avoir répondu présent pour cette conférence. Vraiment, j'ai trouvé ça très éclairant, personnellement, qui suis arrivé depuis peu dans mes missions, avec cette partie éclairage économique et puis le focus sur les questions SPS. Je retiens, alors évidemment, il y a un intérêt important pour la Chine, mais il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier et oublier d'autres pays asiatiques où on voit bien qu'il y a du potentiel et qui peuvent être importants pour certains marchés. Et comme ça a été notamment souligné par notre collègue de Culture Viande, voilà, il ne faut pas oublier. Je crois que vous aviez fait la réflexion sur la Corée, me semble-t-il, tout particulièrement. Oui. Je retiens aussi que on parle beaucoup d'ouverture de nouveaux marchés, mais j'ai bien aimé ton intervention sur l'effort à mettre sur le maintien. C'est quelque chose le maintien des marchés existants, c'est quelque chose que depuis ces derniers mois que j'entends les différentes discussions, y compris dans notre commission thématique internationale. Il me semble qu'il y a quand même une prise de conscience que cette dimension maintien est vraiment essentielle et qu'effectivement il y a une logique y compris pour éviter une certaine dispersion, mais aussi face à comment dirais-je, un renforcement des exigences réglementaires d'un certain nombre de nos partenaires par rapport au marché existant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. J'ai noté, alors pour le coup, c'est à nouveau un exemple de la Chine, mais j'ai noté aussi que tu appelais l'attention collective sur la nécessité d'anticiper, et notamment à la fois les renouvellements d'Ancifer pour ce qui concerne le marché chinois, et puis effectivement cette question c'est un point d'interrogation sur l'outil CIFER-BIS, puisqu'effectivement on a un marché chinois qui est certes alléchant, avec beaucoup de promesses, mais qui est aussi assez difficile et complexe. D'où aussi sans doute l'intérêt de ne pas du tout négliger les marchés autres, hein, et pour ce qui concerne uniquement l'Asie, cette partie de l'Asie qui était le focus de notre conférence de ce jour. Donc sachez que en cela, France Agrimer et tout particulièrement mon équipe, la mission des affaires européennes et internationales, est vraiment en appui à nos partenaires professionnels, aux filières, aux interprofessions. Donc on ne ménage pas notre peine, notamment dans le cadre pour cet effort d'accompagnement, mais aussi pour l'accueil d'audits sanitaires, dont on voit bien d'ailleurs, si je peux me permettre cette incise, ils ont très clairement repris de plus belle, hein, avec
Alors là, je vais très au-delà de l'Asie, mais effectivement, on a un nombre d'audits sanitaires qui est à peu près équivalent, rien que pour le premier semestre 2024, à l'ensemble de l'année 2023. Donc effectivement, il y a eu un effet Covid assez important, mais là, on est vraiment revenu avec un niveau de charge vraiment, vraiment important. Donc encore une fois, dans la mesure de nos ressources et dans un esprit effectivement d'efficience et en lien justement avec les partenaires essentiels que sont les conseils agricoles, on est vraiment à la disposition de nos partenaires des filières professionnelles. Donc encore une fois, un grand merci. Je crois que les diaporamas pourront être rendus disponibles. En tout cas, il y aura un replay de la conférence normalement sur, je crois, la chaîne YouTube de France Agrimaire. Donc encore une fois, un grand merci à vous et à bientôt sur le stand ou ailleurs. Au revoir.